Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Le sujet du webinaire, c'est les fiches C2E. C'est-à-dire on va au-delà de la présentation des dernières fiches, qui, aident à financer les camions électriques. La présentation, va concerner l'ensemble du dispositif pour que vous compreniez comment ça fonctionne, vers qui se tourner, comment monter le dossier et qui sont tous les autres possibilités, les autres fiches qui existent et applicables dans le TRM. Notre spécialiste aujourd'hui, c'est Benoît Fournier, qui connaît tous les secrets des fiches C2E. Ce webinaire va durer 1 heure, il est enregistré. Le support de présentation ainsi que l'enregistrement et le replay seront disponibles sur notre site internet dans l'espace adhérent d'ici quelques jours. On va démarrer par une présentation et on va finir par une séquence questions-réponses qui est assez confortable. Il y a 15-20 minutes pour cette partie-là. Si vous avez des questions qui surgissent au moment de la présentation, je vous invite à les poser dans le chat ou sinon les garder pour la fin et les poser à Benoît de vive voix. Merci beaucoup pour votre attention et bonne présentation. Benoît, c'est à vous. Merci Olga, mesdames, messieurs, bonjour. Donc effectivement, Benoît Fournier, rapide présentation. Je suis urbaniste de formation, spécialisé dans le déplacement et j'ai fait à peu près 20 ans dans les collectivités territoriales et ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre et de saisir l'opportunité des certificats d'économie d'énergie, ce qu'on dit vulgairement, enfin assez rapidement, les C2E. L'opportunité est de plus en plus grande. C'est vrai qu'au début du dispositif, les actions, en tout cas l'intérêt était assez mitigé, mais de plus en plus avec le temps, et on peut le voir au travers de l'exemple du bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques, qui migrent tout doucement vers le dispositif des C2E et puis vers le bonus écologique. Alors, aujourd'hui, on va... Attendez. Hop. Ce que je vous propose donc, c'est de commencer par comprendre le dispositif des certificats, la genèse et le principe. On va voir que ce dispositif est bourré de principes. Une fois qu'on les a compris, tout se passe bien, mais sinon, c'est vrai que ça peut poser pas mal de petits soucis. L'idée après, c'est ensuite de vous présenter les acteurs et le rôle dans les C2E. Tout simplement parce qu'on est sur un triptyque assez, pas rare, mais en tout cas assez peu commun, et que dans la plupart des dispositifs d'aide, on est plutôt sur quelque chose d'assez bilatéral. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une idée assez générale des acteurs. Ensuite, on va évoquer les déterminants, puisque dans le dispositif des C2E, on a des variables qui influent sur potentiellement les primes et les aides finales que vous pourriez toucher. Je vais vous présenter ensuite dans un deuxième point la diversité, en tout cas, du dispositif des C2E, puisque l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de transport, mais il existe d'autres domaines d'application. Et on va en profiter à la fin de ce deuxième point pour vraiment faire des zooms sur 5 fiches qui sont les fiches les plus utilisés dans le dispositif ou alors qui sont sortis dernièrement pour donner des cas concrets par la suite. Et enfin, on terminera par le point pour moi le plus important, c'est comment valoriser vos actions et d'expliquer tout le mode opératoire qui est encore une fois très précis et en même temps de vous donner les pièces administratives nécessaires pour votre dossier. Alors, la genèse et le principe d'action des C2E, c'est une loi en 2005 qui a mis en place ce dispositif. Il existe, alors c'était suite à toutes les réflexions sur le coût carbone, sur les taxes carbone, etc.
C'est un dispositif qui est européen, mais qui est décliné dans chaque pays. Donc, vous pourrez retrouver des C2E dans certains pays d'Europe, mais la plupart ont choisi d'autres solutions. Euh, Son objectif, il est de contraindre des obligés, à savoir des fournisseurs d'énergie ou de carburant automobile, à favoriser les économies d'énergie, notamment en finançant des travaux d'économie réalisés par des entreprises ou des particuliers. Donc en gros, vous avez des pollueurs qui, pour aider à moins polluer globalement, aident d'autres bénéficiaires via une aide financière. Les bénéficiaires, on peut considérer que c'est presque tout le monde, puisque ça va des particuliers aux entreprises, aux collectivités. Donc, je dirais que tout le monde est concerné par ces aides-là. L'intérêt pour ces primes, c'est notamment de financer la modernisation ou l'entretien de vos moyens logistiques de transport au profit d'une plus grande efficacité énergétique, notamment pour une mobilité plus durable. Voilà. Les acteurs des C2E et leur rôle, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un triptyque avec toujours l'administration au travers d'un pôle national et de l'ADEME qui est vraiment son bras armé sur le terrain. L'État, lui, fixe les obligations et donc le montant d'aide globale que les pollueurs vont devoir reverser. Contrôle effectivement la réalisation des objectifs et de la bonne réalisation des actions. Et ça passe par des contrôles qu'on appelle des contrôles COFRAC. Ces contrôles ne sont pas obligatoires dans le transport, donc vous serez rarement concerné par ces contrôles-là, mais il faut savoir qu'ils existent. Et puis, l'administration instruit vos demandes, c'est-à-dire que c'est auprès de l'administration qu'on dépose les dossiers finalement, et c'est eux qui vérifient l'ensemble des dossiers. Vous avez l'acteur le plus important pour vous, qui est donc l'obligé, exemple Total, EDF, Auchan, etc. C'est ces personnes-là qui vont vous racheter vos actions, et c'est votre partenaire principal, c'est votre partenaire financier sur le dispositif des C2E, et c'est avec lui que vous allez devoir, on va le voir tout à l'heure, contractualiser le plus rapidement possible. Et ensuite, enfin, vous avez le consommateur et le bénéficiaire, qui est donc l'entité qui va réaliser les actions. Je dirais que lui, sa responsabilité, elle est de réaliser correctement l'action et de monter, en tout cas de fournir toutes les pièces nécessaires pour le dossier. Si je fais un petit point responsabilité du dossier, il faut savoir qu'une fois que vous avez donné tous les éléments à votre obligé, à votre partenaire financier, c'est lui qui prend la responsabilité financière du dépôt auprès du pôle national. Donc voilà, une fois que vous avez constitué votre dossier, que vous l'avez fourni à votre partenaire, je dirais que votre responsabilité se termine là. La plupart des obligés, vous l'avez certainement vu au travers de publicités, a mis en place des filiales pour récupérer ces dossiers. Si on prend EDF, vous avez EFI, vous avez Total Energy qui propose aussi. Donc vous avez tout un tas de partenaires en gros qui normalement vous permettent de pouvoir, au travers de plateformes informatiques ou même d'entités physiques, pouvoir déposer vos dossiers. Vous avez tout un tas de mandataires, comme moi je le suis, qui travaillent avec des obligés et qui vous permettent de déposer des dossiers. Mais je dirais que l'offre est assez large en termes d'accompagnement sur ces questions-là. Euh, Les déterminants des aides C2E, donc le dispositif est voté sur des périodes de 4 ans. On est à la 5e période qui se terminera au 31 décembre 2025. Comme on pourra le voir aussi tout à l'heure, il y a déjà pas mal d'engagements qui dépassent cette date-là, donc on peut largement considérer que le dispositif ne s'arrêtera pas en 2025. Déjà parce que il permet à l'État de financer des actions sans débourser d'argent, donc c'est un dispositif qui lui convient bien. Et Total, EDF, qui sont les deux plus gros obligés en France, pour l'instant, trouvent un intérêt à financer une partie de ce dispositif. Donc, on n'a vraiment pas d'inquiétude pour l'instant sur la continuité.
Je vous ai mis pour information l'objectif d'obligation sur cette période-là qui est de 2000 TWh. CUMAC. C'est l'occasion aussi de vous dire, et on nourrit souvent des craintes en se disant est-ce qu'on va récupérer l'argent, est-ce que l'obligé finalement a des obligations jusqu'à cette date-là. Euh, on peut se tranquilliser aussi sur ce point-là, car les obligés ont tout intérêt à prendre vos dossiers, à vous les financer, euh, que ce soit en début ou en fin de période. Je vous parlais de CUMAC, c'est aussi un point important, c'est l'unité de mesure des C2E. Alors d'où ça vient? C'est une abréviation entre cumulé et actualisé, puisque les formules utilisées dans ce dispositif utilisent toujours la même logique, c'est-à-dire qu'ils calculent le gain annuel de votre action, que ce soit un équipement ou un service, multiplié par la durée de vie, qui est estimée aussi par l'État, fois un coefficient d'actualisation. Et cette abréviation-là, vous allez la retrouver dans tous les déterminants du dispositif, que ce soit pour un service ou pour un équipement. Le dernier point sur les déterminants, et c'est important pour vous parce qu'on a souvent aussi une image un peu fausse, le montant des C2E, en tout cas le montant financier qu'on va vous proposer pour racheter votre action, il dépend premièrement du cours des C2E. Il y a un cours des C2E comme un cours du dollar qui évolue avec le temps. Alors, pour vous donner une petite idée, au début du dispositif, on était sur 1,5 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est plus autour de 6-7 € du mégawattheure. Donc c'est plutôt intéressant pour le dispositif car ça permet de financer de façon plus importante les actions. Donc ça, c'est la première variable. Et puis la deuxième variable, c'est vraiment le type d'action que vous allez proposer à votre obligé. Car il y a des actions qui soit en termes de volume ou en termes de délai de réalisation ou même de typologie, peuvent être une variable dans le prix qui vous sera proposé ou dans l'aide qui vous sera proposée au final, pour chaque action. Alors, pour maintenant rentrer un peu plus dans le dispositif, la majorité des actions C2E valorisables sont listées dans un catalogue édité par l'État au travers de fiches standardisées. Alors, là aussi, il existe, je ne l'ai pas développé dans cette présentation parce que c'est quelque chose que vous utiliserez très rarement, mais il existe trois possibilités, enfin trois volets en fait, trois supports d'action. Il y a ce qu'on appelle les fiches standardisées, donc on verra tout à l'heure, c'est des fiches qui sont éditées par l'État, qui expliquent très précisément comment vous pouvez aller valoriser vos actions. Vous avez ce qu'on appelle des opérations ou des fiches spécifiques. Et donc là, c'est des opérations qui ne rentrent pas dans le standardisé, mais sur lesquelles vous pouvez monter un dossier spécifique à déposer à l'État. Et puis enfin, vous avez des programmes C2E qui sont, par exemple, le compteur Linky est un programme C2E. Je prends souvent aussi l'exemple des enfants qui vont à l'école, les pédibus. Bah, c'est aussi un programme qui est financé par des C2E. Il y en a une soixantaine. Et ce catalogue se compose de 231 fiches et aborde 6 domaines d'activité. Donc le résidentiel, le tertiaire, réseau industriel, agricole et transport. Je vous ai mis un lien, on le regardera tout à l'heure. Pour moi, en tout cas, je pense que les parties les plus intéressantes pour vous concernent effectivement, enfin évidemment le transport, mais le tertiaire et les réseaux. Sur les autres champs, c'est un peu plus lointain de vos activités. Euh, Avant de passer sur le site, on peut voir que la répartition des C2E est quand même assez faible, même très faible dans le transport, même si elle a quand même vocation à augmenter un peu. Je me permets cette petite précision sur, donc vous voyez, bâtiment résidentiel précarité et bâtiment résidentiel autre.
Il faut juste comprendre, dans le dispositif des C2E, le résidentiel de précarité concerne les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et pour augmenter les aides en direction de ces personnes-là, en fait, les C2E ont été majorés, ce qui permet de majorer les aides pour, encore une fois, les personnes qui n'ont pas de gros revenus. Et vous trouverez donc juste dans Autres, pour les personnes, enfin, ça concerne toutes les personnes qui ont des revenus un peu plus élevés. Le bâtiment tertiaire concerne pas beaucoup non plus de pourcentage de ces deux œufs en termes de dossiers, mais c'est quelque chose qui a vocation à se développer aussi, notamment suite aux différents décrets sur l'amélioration thermique des bâtiments tertiaires. Voilà. Alors, vous pourrez utiliser ce lien-là qui est donc le lien sur la page du ministère de l'Environnement et qui est la Bible des C2E. Vous retrouverez l'ensemble des décrets ou lois d'application, mais vous retrouverez surtout, ce qui est intéressant, le catalogue de l'ensemble des fiches et l'ensemble des fiches concernées. Donc si je prends l'exemple là, vous retrouvez effectivement dans le transport l'ensemble des fiches euh, qui constituent le dispositif des C2E et vous retrouverez également l'ensemble des fiches sur les autres domaines d'activité expliqués plus haut. Voilà. Sur la partie C2E transport, on identifie deux types d'actions dans le transport. On a les actions qui sont liées aux équipements, et ça va à l'achat ou location de véhicules, de bateaux, de bus, de pneus, de lubrifiants, de groupes frigorifiques, pour exemple. Et puis ensuite, vous avez toutes les actions liées au service. Donc là, c'est tout ce qui concerne, par exemple, la formation à l'éco-conduite, de la gestion externalisée de pneumatiques, de la mesure et optimisation des consommations via des cartes ou des logiciels spécifiques. À titre d'exemple aussi, pour vous donner une idée du volume que ça peut représenter, sur la période 2019, vous pouvez considérer que ces deux œufs ont participé financièrement à la mise en place de 21 000 formations de chauffeurs, 35 000 suivis de consommation, un peu moins de 11 000 véhicules de transport de marchandises optimisés, pardon, 10 000 télématiques et un peu moins de 28 000 unités de transport intermodal. Les fiches dans le transport, effectivement, concernent en bonne partie tout ce qui concerne le multimodal, et c'est pour ça qu'on peut retrouver justement ces unités de transport combinées rail-route. Concernant maintenant, si on rentre un peu plus finement dans chaque fiche, enfin, en tout cas sur les 5 fiches qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, on est donc sur ce qu'on appelle la TRA EQ 115, qui concerne l'achat ou la location de véhicules de transport de marchandises optimisés. Donc ces véhicules concernent les poids lourds avec un PTRA supérieur ou égal à 40 tonnes. Les 3 conditions nécessaires pour obtenir une aide à l'achat ou à la location, c'est la présence d'une boîte de vitesse robotisée ou automatique. On va dire que c'est souvent, enfin très souvent de série, donc cette option-là n'est pas très compliquée à obtenir. Des équipements pour l'aérodynamisme, donc déflecteurs de toit et carénage latéral, des pneus de performance C au minimum, et dans le cas d'une location, il doit être égal ou plus de 24 mois. Je vous le dirai à chaque fois, mais c'est important, dans le cas d'un crédit bail, on considère que c'est une location. Donc si vous faites un crédit pour acheter votre véhicule, il doit être égal ou supérieur à 24 mois. Ensuite, vous retrouvez la formule de calcul, ou en tout cas le montant qui est délivré par véhicule. Donc vous avez 180 300 kWh CUMAC par véhicule, et en fonction, encore une fois, et vous le voyez sur la slide, on a pris une base de 6 euros le mégawattheure, ce qui vous donne un peu plus de 1 000 euros par véhicule optimisé, acheté ou loué.
Concernant la télématique embarquée pour le suivi de la conduite d'un véhicule, ça concerne les véhicules de catégorie M ou N. Donc, je vous rappelle aussi les catégories. M concerne tous les véhicules qui réalisent des transports de personnes, et les véhicules de catégorie N concernent les véhicules de transport de marchandises. Vous avez 3 catégories dans chaque lettre, N1, N2 ou N3, puisqu'on va particulièrement parler aujourd'hui du transport de marchandises. Les N1 sont tous les moins de 3,5 tonnes, et ensuite N2, N3 sont tous plus de 3,5 tonnes, avec une différenciation à partir de 12 tonnes. Je vous le rappellerai à chaque fois. Donc, concernant la télématique, ce qui est très important pour pouvoir valoriser la mise en place d'un boîtier, puisque c'est bien ça qui est valorisé, c'est la mise en place du boîtier qui doit être activé et fournir des données au conducteur et au propriétaire. Ces données sont très précises, elles doivent concerner la consommation du véhicule, le kilométrage, l'utilisation de l'accélérateur, l'utilisation des freins, le régime moteur et le temps d'arrêt avec moteur fonctionnant. Voilà. Ces conditions-là, généralement, elles sont obtenues par le vendeur du boîtier qui vous certifie que ces boîtiers sont capables de vous fournir ces éléments-là. Et cette fiche est aussi accessible donc en cas de location égale ou plus de 24 mois. En termes de valorisation, donc pour les véhicules N1, vous êtes à 2700 kWh Qmac. Pour les plus de 3 tonnes 5, que ce soit N2 ou N3 après, vous êtes sur la même valorisation à 27 000 kWh Qmac. Et donc, ça vous donne le montant en euros de 16,2 € ou 162. Voilà. Autre fiche TRA EQ 111 maintenant, concernant les groupes frigorifiques autonomes. Donc, ça concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises, évidemment, N2 et N3. Donc, ça veut dire des plus de 3,5 tonnes jusqu'aux 44 tonnes. Ça concerne encore une fois l'acquisition ou la location d'un véhicule neuf équipé d'un groupe. Ce qui est important ici dans cette fiche, c'est que votre groupe doit obligatoirement être monté sur un équipement neuf, que ce soit semi ou tracteur ou camion. Et la variable qui vous permet de savoir combien d'aides vous pouvez prétendre pour l'achat de cet équipement-là, c'est ce qu'on appelle le rendement global pondéré. Rapidement, en fait, il calcule la consommation de votre groupe frigorifique en fonction de la température de votre groupe et de la température extérieure. Et en fonction de cette consommation-là, plus il est économe, plus vous êtes effectivement aidé à l'achat. Alors, je vous ai donné la formule globale pour comprendre, mais je vous ai mis aussi quelques cas de groupes frigorifiques pour que vous puissiez peut-être mieux saisir l'opportunité. Donc, vous avez deux exemples sur Thermo King avec les Advancer 400, où vous avez à peu près 1 400 € par groupe frigorifique. Sur le SLX 300, qui a un RG pondéré beaucoup plus faible, vous êtes seulement à 345 entre guillemets. Et puis sur Carrier, je vous ai pris l'exemple du Vector 19 et du Supra 550. Voilà. Concernant les fiches sur achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises, sur les deux fiches qui suivent, on n'abordera pas le rétrofit, mais il faut savoir que c'est une possibilité qui est offerte aussi dans le cadre du dispositif des C2E et qui a une valorisation un peu différente, mais que sur le principe, on est dans la même fiche. Donc, c'est une fiche qui s'applique aux véhicules de type N2 et N3 pour la 129. Elle est éligible jusqu'en 2030, donc là aussi, on peut imaginer que une 6e période arrivera en termes de C2E. Et cette fiche existe également pour tous les véhicules de type M2 et M3 pour le transport de personnes.
La condition importante pour cette fiche-là, c'est qu'effectivement, la location ou le crédit bail doit être égal ou plus de 60 mois pour pouvoir être éligible. Le montant des certificats concernant cette fiche, il dépend du tonnage du véhicule et de la bonification qui est appliquée. Petite parenthèse sur la bonification, l'État a plusieurs possibilités pour modifier ou adapter le dispositif ou les actions, soit de sortir un décret qui modifie la fiche standardisée, soit d'appliquer des bonifications comme ils le font là. Donc, pour répondre, la bonification peut s'arrêter effectivement assez rapidement. En revanche, les fiches sont un peu plus compliquées, un peu plus longues à adapter ou à supprimer. Donc, on n'a aucune certitude sur la longévité de cette bonification, même si elle commence seulement. Donc, on peut imaginer qu'elle aille jusqu'à la fin de la 5e période au minimum. Vous avez, pour tout ce qui est opération de rétrofit, je vous ai pas refait un tableau parce que ça devient un petit peu imbuvable si on met tous les cas, mais en tout cas, vous pouvez calculer assez rapidement en vous disant que vous avez une moins-value de 40% par rapport au montant d'aide sur les opérations d'achat ou de location. Concernant la fiche complémentaire sur l'achat ou location d'un véhicule utilitaire, là aussi on n'aborde pas les aspects rétrofit, mais ça en fait partie. Cette fiche s'applique pour les véhicules N1 et M1 et est éligible jusqu'à 2030 également. Elle ne concerne que les personnes morales ou collectivités locales. L'aide est en fonction du parc total des véhicules automobiles et on est sur une location au minimum de 24 mois, comme pour les autres fiches. Une bonification, effectivement, de x4 est appliquée pour l'achat ou la location de véhicules utilitaires légers seulement. Je vous ai mis effectivement, concernant les véhicules légers, la valorisation, ça peut représenter en fonction de différents cas, avec une petite particularité puisqu'ils ont saucissonné en années et ont différencié les valorisations en fonction des années. Voilà. Comment valoriser vos actions, le mode opératoire? Alors, l'étape la plus importante, comme je vous le disais en préambule, c'est la contractualisation avec votre partenaire financier. C'est une convention. La contractualisation s'opère au travers d'une convention C2E. Cette convention, elle a pour objectif de vous informer sur le dispositif. C'est ce qu'on appelle le rôle actif et incitatif. C'est l'État qui oblige absolument le partenaire financier à vous faire signer une convention avant la signature du devis ou du bon de commande, avant la commande. Et donc, il le fait parce qu'il souhaite que vous soyez informé du dispositif au travers de cette convention. Cette convention, elle vous permet également de fixer un prix de rachat de vos actions. C'est un prix qui est généralement fixe, je dirais même majoritairement fixe, à part dans des marchés publics. Mais sinon, c'est un prix fixe et une date maximum pour la réalisation de votre action. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. C'est-à-dire, avant de passer commande, encore une fois, trouver un partenaire financier pour signer une convention C2E. En même temps que la signature, ou dans les mêmes temps, en tout cas de la signature convention C2E, vous devez transmettre votre devis ou le bon de commande pour commencer le dossier, en tout cas l'instruction du dossier. Ça, c'est vraiment le début. Et la fin de votre partie arrive vraiment à la réception de votre équipement ou à la finalité de votre service. C'est-à-dire, pardon, une fois que vous avez reçu la facture et la carte grise de votre équipement, c'est à ce moment-là où vous finalisez votre dossier, vous transmettez les éléments à votre obligé ou votre partenaire pour qu'il puisse, lui, réaliser ce qu'on appelle les attestations sur l'honneur. C'est un document qui est propre au C2E, qui doit être rédigé
par la personne qui vous accompagne et qui doit être signé en original, tamponné par le bénéficiaire, donc vous, et la personne qui vous a vendu l'équipement ou proposé ou accompagné ou réalisé le service, on va dire. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé l'ensemble de ces étapes-là, le dossier est complet et c'est au partenaire financier de le déposer à l'État, comme on l'a vu au début de la présentation. Les pièces à fournir concernant le dispositif du C2E dans le domaine du transport, elles sont souvent identiques et ça commence, comme je vous le disais tout à l'heure, par le devis ou le bon de commande. Précision importante, les proformas ne fonctionnent pas dans le dispositif des C2E. Assez simple, enfin, ça s'explique parce que le proforma est une facture par avance et donc le dispositif n'accepte pas ce type de document. Donc devis ou bon de commande ou tout document qui permet de confirmer votre engagement dans la commande d'un équipement, par exemple. Ce document doit avoir un numéro, avoir une date et il doit être tamponné et signé par vos soins. Généralement, on y accompagne la fiche technique du véhicule ou de l'équipement qui permet de confirmer l'ensemble des options éligibles pour le dossier et le dispositif. Donc ça, c'est toujours dans le premier temps. Enfin, sur le deuxième temps, il faut fournir, comme je disais tout à l'heure, la facture de l'équipement, la carte grise du véhicule et, si c'est le cas, l'échéancier du crédit bail ou le contrat de location euh, du véhicule. On va dire que la plupart des problèmes qu'on peut rencontrer sur des dossiers dans le domaine du transport, c'est que vous avez, en tout cas, il y a une habitude, en tout cas, ou pas d'habitude à permettre un lien entre chaque document. Et donc, sur la facture, on doit bien retrouver le numéro du devis qui permet de faire le lien entre le devis et la facture. Et ensuite, sur la facture, le numéro de châssis du véhicule qui fait le lien avec la carte grise. Voilà, la logique, c'est vraiment d'avoir un lien sur l'ensemble des pièces administratives qui nous permet de certifier à l'État que l'action est bien réelle et bien réalisée. Le délai d'instruction maximum est d'1 an après facturation. Ça, c'est le délai global pour l'ensemble des acteurs du dispositif et du dossier. On va considérer que pour vous, bénéficiaires, vous avez 6 mois maximum entre le moment où vous allez avoir votre facture et le moment où vous pouvez transmettre vos éléments à votre partenaire financier. Dépasser ce délai, ça deviendra, à mon avis, assez compliqué pour l'ensemble des obligés. Je vais aborder, je pense, en tout cas, les plus gros aspects du dispositif avec quelques zooms sur les fiches. Je vous ai rappelé mes coordonnées si vous avez besoin de précision dans le futur. Je vous informe également qu'il y a un lien sur le site Pigard Conseil pour calculer directement vos C2E en fonction des actions que vous pouvez réaliser. Voilà. Olga, je vous... Très bien, merci Benoît. J'ouvre notre séquence de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait déjà une question dans le chat. Alors, donc, je lis la question, mais sinon, Benoît, si vous voulez bien, vous pouvez aussi regarder. Donc, seuls les groupes monotempérature sont éligibles. Rien n'est prévu pour les groupes multitempérature? Non, effectivement, l'action concerne que les monos. Les multis, pour l'instant, rien n'est fait pour les multis. C'est pas très logique. On va dire que ça fait partie de l'obsolescence un peu du dispositif sur certaines fiches. Et les tests étant assez onéreux et compliqués à mettre en place pour pouvoir obtenir le AG pondéré, c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas parlé de multitempérature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toujours la première qui est la plus compliquée. Bon. Si je peux peut-être Voilà. reprendre les quelques Oui, questions
Comment justifier d'une formation éco-conduite? Feu de Euh, présence, point d'interrogation. alors oui, de toute façon, vous devez passer par un centre agréé de formateurs pour pouvoir prétendre aux aides. Et effectivement, dans ce cas-là, vous avez une fiche de présence qui nous permet de certifier que vous avez bien bénéficié de la formation. Alors, question suivante, Benoît. Bonjour, vous n'avez pas précisé le rôle du mandataire. Est-il obligatoire dans le montage du dossier de demande? Alors, pas du tout. Les mandataires sont pas obligatoires. Vous pouvez directement, si je grossis le trait, appeler Total en disant que vous avez une action ou un dossier pour eux. Et si vous avez de la chance, ils vous font signer une convention. Je vous dis ça parce que en fait, le mandataire n'est pas obligatoire, mais il est très important dans le sens où il va vous accompagner sur le montage du dossier qui peut être assez compliqué quand on n'est pas rodé. Il va être aussi capable de pouvoir vous fournir les documents originaux à rédiger, et ça, c'est pour chaque type d'action, il y a un document type qui doit être fait. Euh, et, euh, et, euh, et je pense que pour vous, c'est mieux d'avoir un mandataire ou d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour faire les dossiers. Mais rien d'obligatoire. Ouais. Je reviens à la question précédente concernant la formation éco-conduite. L'adhérent qui a posé la question dispose d'un centre de formation interne. Est-ce que ça marche pour Oui, lui? oui. S'il est agréé, encore une fois, il n'y a pas de souci, que ça soit en interne ou externe, ça pose pas de problème. Ok. Alors, pour les pneumatiques, est-ce qu'il faut impérativement un contrat avec notre fournisseur? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Non, si vous achetez, alors il y a des fiches. En fait, il y a, il y a des fiches sur l'achat effectivement de pneumatiques et le recreusage de pneumatiques. Donc, vous n'avez pas besoin de contrat spécifique. Encore une fois. Euh, Si c'est dans le cadre de la fiche TRA 115 dont on a parlé tout à l'heure, ça fait partie de la fiche technique du véhicule et c'est spécifié dans la fiche technique du véhicule. Donc là, encore une fois, pas besoin de contrat spécifiquement. Ok. Alors, pour les VL hybrides électriques, est-ce qu'ils sont concernés? Non, l'un ou Oui, l'autre. ouais, je confirme. D'ailleurs, j'en profite. Il y a quelques éléments des 2 dernières fiches, c'est-à-dire les 2 dernières nouvelles pour l'achat ou la location des véhicules électriques. Heu, ces fiches-là sont en cours d'une modification. Et oui, hélas. Et donc il y a 3 éléments qui sont en cours de modification. Nous attendons toujours la réponse et il y a un élément qui concerne l'ensemble, c'est-à-dire les propriétaires et les, loueurs. C'est le montant d'aide pour les gros VUL, qui sont classés en catégorie N2, donc des VUL qui bénéficient de la surcharge pour, le poids de batterie. Ces VUL-là, aujourd'hui, il est possible que l'aide baisse et qu'il passe dans la fiche, 114 applicable aux VUL et évidemment avec pour, heu pour conséquence, une baisse du montant. Nous avons, fait une action chez TLF pour garder le même montant ou au moins avoir un montant supérieur à celui qui est prévu pour les autres VUL. Donc nous attendons la réponse. Les 2 autres points concernent, spécifiquement les loueurs, c'est-à-dire au début la DGEC pour éviter des abus, dont, le contenu reste assez obscur, ont souhaité exclure tous les loueurs de la possibilité de bénéficier, des, fiches C2E pour la location des véhicules électriques et 3e point, c'est, pour les contrôles des véhicules après, les avoir après l'acquisition. Voilà. Donc encore une fois, on n'a pas de réponse et dès qu'on a la réponse de la DGEC, ça va se traduire par des nouveaux arrêtés qui vont modifier celui qui a été publié en janvier.
Et évidemment, nous allons en informer l'ensemble des adhérents par les actualités de TRM et la newsletter TLF. J'ai terminé. Je reprends les questions. Alors, bonjour, dans le cadre des loueurs de véhicules, qui est le bénéficiaire de la subvention liée à l'achat d'un véhicule électrique? Le Ouais, loueur du véhicule ou l'utilisateur final? j'allais y venir justement. J'allais y venir. Le document qui permet de répondre à toutes ces questions de location, achat, bénéficiaire principal, secondaire, etc., c'est la carte grise. Vous avez dans la case C1 le propriétaire du véhicule de premier rang, on va dire. Vous avez ensuite dans la case C3 le propriétaire de second rang, celui qui peut en disposer. Et donc ces deux propriétaires-là, dans le rang 1 et ensuite dans le rang 2, sont les deux personnes ou entités qui peuvent valoriser le dossier C2E. Alors bien souvent dans le cadre d'un crédit bail, vous avez en C1 le crédit bailleur qui ne va jamais chercher les C2E et c'est vous, ou en tout cas celui qui a acheté le véhicule en C3 qui va pouvoir bénéficier des C2E. Maintenant, si ces deux entités-là ne souhaitent pas valoriser, ne souhaitent pas déposer de C2E, l'utilisateur final et donc celui qui peut louer un véhicule chez un loueur peut aussi valoriser les C2E. Donc, pour répondre à la question, on va dire que toutes les entités peuvent valoriser le dossier, mais la priorité est donnée à celui qui achète le véhicule. Et ensuite, la possibilité est donnée à l'utilisateur final de pouvoir le faire également si le premier rang ne le souhaite pas le faire. Bien, merci. Et là, on va Je- entrer dans le dur. Il existe en cours des CO2, mais est-il possible de négocier le montant plus important avec les obligés en fonction d'un volume important de dossiers? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction de la typologie de client ou d'action, de volume que vous allez pouvoir proposer, effectivement, vous pouvez négocier, ça fait partie du dispositif. Vous allez, je dirais, les deux éléments, les deux variables importantes sont effectivement le volume, parce que plus vous avez d'actions, l'exemple de la télématique, si vous avez 10 boîtiers sur des véhicules légers télématiques à 16,20 €, si vous allez voir Total en expliquant que vous avez pour 160 € d'action, ça va pas beaucoup l'intéresser. En revanche, si vous lui expliquez que vous avez 5000 véhicules de poids lourds avec des boîtiers télématiques, c'est sûr que c'est pas la même chose. Il en est de même pour les véhicules électriques. On a vu que les valorisations pour les véhicules électriques poids lourds étaient aussi très importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis une valorisation à titre d'exemple plus importante aussi. Voilà. Donc, effectivement, la typologie d'action en fonction de sa complexité en termes d'instruction et le volume permettent de définir, je dirais, à titre de chaque bénéficiaire, la marge de négociation. Et puis après, vous avez le cours du C2E qui, en fonction de la période du moment où vous allez demander le dossier, peut être aussi déterminant. Je vous rappelais également la durée de l'action, parce que imaginons, et on a eu le cas notamment pendant le Covid, quand vous faisiez une commande de véhicule, vous pouviez le recevoir des fois 2 ans après la commande. Et votre partenaire financier, il signe une convention à un prix et 2 ans après, il ne sait pas quel prix ça va forcément avoir. Et donc, du coup, pour lui, il prend un risque. Et en tout cas, ça veut dire que la durée de votre action joue aussi sur le montant que vous pouvez demander ou négocier avec votre partenaire. Maintenant, si je peux me permettre une dernière phrase là-dessus, euh, je pense qu'il est préférable des fois pour vous de pas forcément négocier au mieux de 10 ans, mais d'avoir un accompagnement qui vous permette d'avoir à la fin les aides escomptées. Voilà. Hmm, bon, très bien. Il y a encore deux questions sur l'éco-conduite. Donc, la première, comment est calculée la prime C2E pour la formation à l'éco-conduite? Et la seconde, les formations éco-conduite réalisées par un formateur interne sont-elles éligibles?
Alors, je répondrai la même chose sur la partie en interne, c'est-à-dire que si la personne est représentative d'un organisme de formation agréé, oui. Si c'est une personne vraiment en interne qui est formateur, encore une fois, en bon père de famille, entre guillemets, et qui donne, ça ne fonctionnera pas. Pour la valorisation, c'est un forfait à la personne, c'est-à-dire que chaque personne, je suis désolé, j'ai plus le montant en tête. Mais je pourrais vous le donner. Je crois que ça doit être autour de 70-80 euros, je crois, la formation par personne. Mais c'est en tout cas, chaque personne formée a droit à un forfait de ces 2 œufs. Très bien. Alors, bonjour. Pour la télématique, les solutions d'agrégation, attendez, la question a remonté. Les solutions d'agrégation des données constructeurs sans pose de boîtier sont-elles éligibles au dispositif C2E? Euh, il y a la fiche, elle prend 2 cas en fait. Elle prend soit un montage de série du véhicule qui permettent de valoriser effectivement une remontée de données. Dans ce cas-là, c'est possible. Ou alors elle prend un cas de montage de boîtier après la construction du véhicule. Et dans le cas-là, il faut démontrer la pose d'un boîtier. Donc je vous dirais que si le véhicule est construit avec les équipements nécessaires à la remontée des données, on doit pouvoir monter le dossier C2E. S'il est fait après coup, non. OK. Alors qui décide de créer une fiche? C'est l'État. C'est l'État qui décide, en finale, comme toujours, de créer la fiche, mais il y a un acteur dont je vous ai pas parlé parce que c'est pas forcément important pour vous, c'est la T2E, c'est une association qui est là aussi le bras armé de l'État sur toute la mise en place de concertation, de réflexion et d'écriture des fiches. Et donc vous avez des groupes et des présidents de groupes qui sont là pour justement réfléchir à l'écriture de ces fiches-là. Donc, je dirais que tout le monde peut proposer à la T2E des actions, des choses intéressantes, mais voilà, c'est après un long travail d'écriture et de réflexion, généralement, ça se met en place. Mmh, très bien. Si la date de signature de la convention avec l'obligé est postérieure à la date de commande d'un véhicule électrique, ces demandes d'aide peut-elle être formulée? La date de signature de convention doit Et pos forcément intervenir avant la signature du devis ou le même jour, au maximum. Mmh. Vous pouvez après, la langue française est riche, alors je vais donner le cas concret. Imaginons vous faites un devis pour l'achat d'un véhicule. Le devis est daté du 23 avril 2025. Vous signez votre convention. Vous pouvez signer votre devis le lendemain en disant bon pour accord, accepté le 24 avril 2025 et le dossier sera valide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien la date où vous acceptez le bon de commande qui fait foi dans le montage du dossier, pas la date du devis. Mmh. D'accord. Alors pour signer un partenariat, signer une convention, suffit-il d'appeler par exemple EDF ou Total? Alors, si vous appelez EDF ou Total, je ne suis pas sûr que vous tombiez sur la bonne personne. Encore une fois, ils ont des plateformes informatiques ou d'autres entités qui sont là pour valoriser. Ce qu'il faut comprendre dans les C2E, c'est que en gros, Total ne prendra pas des petits dossiers en dessous de 4-5 gigas, donc ça représente, on l'a vu dans les tableaux. Si vous avez que quelques actions, ils vont pas traiter avec vous directement. Eux, ils sont là pour traiter des gros dossiers et pour justement de plus en plus, plus le temps passe dans le dispositif et plus ces obligés sont là pour collecter des grosses masses de dossiers et compiler ces masses-là. Et donc les mandataires sont plus là pour les dossiers de plus faible quantité. Et je dirais même que moi j'accepte tout type de dossier, mais j'ai plein de confrères qui vous diront en dessous de 2 gigas ou d'un certain nombre d'actions, je le ferai pas parce que c'est pas intéressant pour moi. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez ne pas trouver, si vous achetez un véhicule optimisé, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une aide à peu près à 1000 euros pour vous,
Vous trouverez personne si vous avez que l'achat d'un camion ou très peu de personnes qui montrera le dossier. Et pas Total, hein, en tout cas. Mhm. Bien. Alors, centre de formation agréé par qui? Nous sommes validés Calliope, est-ce suffisant? Eh ben, je préfère pas vous répondre parce que ça dépasse. J'ai plus les termes de la fiche en tête, mais je pourrais vous répondre après coup. Il y a pas de problème là-dessus. Bien. Après, peut-être, oui, c'est précisé directement dans la fiche. Oui, si, oui, tout à fait, ouais. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai vu une personne activer son micro. Est-ce que vous voulez intervenir? C'est peut-être sur la question des pneus. C'est vrai que je suis désolé, j'ai pas bien saisi exactement quel était le fond ou dans quel cas je devais répondre. Ah, quelle fiche pour le centre de formation? Ah, euh, oui. Ah, Benoît, je vais peut-être retrouver et mettre dans le chat déjà toutes les. Si vous voulez, sinon je donne l'exemple. Regardez. Oui, Hop, oui, allez-y, allez-y. Ouais, très bien. hop. Et du coup, je vous donne la méthode que j'emploie également, tout simple. Donc, vous allez chercher le catalogue, comme je vous disais. Vous allez chercher le dernier catalogue sorti, qui se trouve juste là. Ensuite, vous allez dans les fiches concernant le transport. Vous allez chercher dans service formation d'un chauffeur de transport à la conduite, TRA SE 101. Et ensuite, vous allez chercher dans... Alors, attendez. Hop, vous allez chercher la fiche TRA EQ. Non, SE 101, pardon. La voilà. Et donc, c'est cette fiche-là qui, effectivement, vous permet de valoriser. Alors, vous devez avoir une partie théorique et une partie pratique. Et décret formation continue des conducteurs. Bah, il faut aller voir effectivement Ouais, il y a 4 pages, hein. Peut-être il y a aussi un peu le détail. Oui, après coup de savoir effectivement, écoutez, je regarderai effectivement les petites lignes, comme on dit, pour vous donner effectivement le- la- l'aspect légal des formateurs en Mhm. termes de... Ah, bien. Alors, il nous reste 4 minutes. Euh, Moi, je voilà, voulais pour juste, ça. Oui, je me permets juste de rajouter sur la carte grise, vous avez aussi sur la ligne J des petits N1, N2, N3. Si vous posez la question, en fait, vous avez sur votre carte grise, c'est spécifié. Donc, comme ça, vous savez dans quelle catégorie se situe le véhicule concerné. très bien. Encore donc une question sur la formation éco. J'ai un centre de formation qui ne souhaite pas signer la convention C2E. Comment puis-je faire? Bah, c'est pas au centre de formation de signer votre convention C2E. C'est encore une fois avec un partenaire financier qu'il faut le faire. En revanche, votre centre de formation doit vous fournir l'attestation des formations réalisées. Voilà. Mhm. Très bien.
Notre partenaire me demande un contact auprès de mon centre de formation. Je comprends pas. Après, c'est peut-être un cas Oui, particulier. Je sais, il y a oui. tellement de possibilités. Enfin, il y a pas mal de possibilités de formation, effectivement, que ce soit en interne ou externe. Donc, des fois, il faut, en fonction du cas pratique, Mmh mh. trouver le document qui va bien. Mais si je peux compléter aussi, les dossiers, je vous ai donné le dossier, enfin, la façon de constituer un dossier très généraliste, et c'est les documents qui vous faudra, mais il faut savoir que pour chaque obligé, ils auront peut-être une particularité dans la façon de constituer leur dossier, et c'est eux qui sont responsables encore une fois. Donc, voilà, trouvez pas bizarre si vous avez un document supplémentaire ou si quelqu'un vous demande quelque chose que vous n'avez pas forcément expliqué aujourd'hui, parce que chaque partenaire fait comme il le souhaite au final. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention, vos questions, votre participation. Merci beaucoup Benoît. Donc Merci à je vous. merci beaucoup et très bonne journée. À Bonne bientôt. journée.